Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais faire une vidéo sur... Bon, vous allez me dire que je tourne toujours un peu autour du même sujet, mais c'est tellement important d'en parler, en fait, parce que je crois que c'est ce qui fait que lorsque nous en parlons et que nous aidons les gens qui passent par là, comme moi j'en suis passée déjà par là et qu'aujourd'hui j'ai fini cette réalité, donc de tout ce qui est les traumatismes, les addictions et tout ça, bon, on peut ensuite voir la lumière, mais apparemment pour voir la lumière il faut analyser l'obscurité et c'est bien d'avoir des gens qui témoignent et qui parlent de leurs expériences. Parce qu'en fait, j'en parle dans le livre que j'ai écrit là, qui s'appelle Encore un jour et c'est demain. La vidéo que j'ai fait hier, je parlais du livre, mais je me dis que tout le monde ne va pas avoir le courage d'écouter les 6 parties. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en gros faire des vidéos sur chaque thème que j'aborde dans le livre. Et je vais donc parler des techniques que j'aborde dans le livre et je vais le faire comme ça quand les gens n'écoutent pas le livre, au moins ils ont quand même les bénéfices comme s'ils avaient écouté le livre, parce que finalement c'est pas grave qu'ils n'écoutent pas le livre, ce qui est important c'est qu'ils tirent les bénéfices de ce qu'il y a dans le livre. Donc s'ils n'écoutent pas le livre ils ne pourront pas faire ça, d'avoir les bénéfices. Et du coup là j'ai fait des vidéos parce qu'aujourd'hui quelqu'un m'a commenté sur la vidéo d'hier, je parlais du cannabis, que j'avais été dépendante au cannabis et qu'elle disait que c'était pas bon la dépendance au cannabis parce que ça pouvait empirer notre état. Et en effet, oui, c'est sûr que le cannabis, si on a des tendances par exemple schizophrènes, comme on les a toutes, en fait, finalement, tous et toutes ces tendances schizophrènes, si on se fie à ce que dit Eckhart Tolle, qui m'a d'ailleurs soigné de la schizophrénie. Alors nous allons dire que nous avons tous la schizophrénie, lui il dit que nous sommes tous schizophrènes, et que pour que l'humanité se soigne de sa névrose mentale, il faut que nous nous reconnaissions comme étant malades. D'ailleurs, Krishnamurti, c'est donc là, quand je cite des gens comme ça, c'est des gens qui sont dans le livre. Krishnamurti, c'est un sage philosophe d'Inde qui a dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être intégré à une société malade. Donc, si on paraît normal et qu'en fait on se fie à ce que dit Eckhart Tolle, qu'on est tous malades et qu'en fait on veut tous paraître normal mais on est tous malades et que personne ne fait rien pour se soigner, on peut pas guérir en fait. C'est comme si moi j'avais jamais voulu regarder toutes les failles que j'avais, et je peux vous garantir que j'avais beaucoup de failles, j'avais vraiment beaucoup de défauts énormes de personnalité, et il a fallu à un moment que je regarde ma vie en face, déjà que j'entende ce que certaines personnes me disaient, des personnes différentes qui avaient tendance à me répéter la même chose, comme par exemple que j'étais très impulsive, des choses comme ça, ou que je n'écoutais pas, ou que j'étais je parlais très vite, beaucoup, enfin, des choses récurrentes dans ma vie que, bon, on peut décider de fermer les yeux, comme je l'ai fait pendant des années, et me dire, pour qu'ils se prennent ces gens-là pour me dire qui je suis, comment je devrais être. Et en fait, finalement, quand vous lisez après sur le bonheur et tout ça, c'est très récurrent l'idée que en fait, l'autre est un miroir pour nous-mêmes. Ça nous permet en fait de voir ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, et l'autre est là pour nous le faire refléter en fait. Et souvent d'ailleurs, quand nous avons une relation avec quelqu'un, une relation intime avec un partenaire, c'est aussi la personne qui va vous appuyer sur tous vos boutons d'émotions qui sont, bon, on va dire que c'est symbolique bien entendu, mais on va dire que nous sommes comme un ordinateur et nous avons plein de touches qui déclenchent. Si vous appuyez sur entrée, ça fait aller en dessous. Là, si vous appuyez là, c'est entrée, ça équivaut à par exemple, je pars au quart de tour et ça enclenche mon bouton de l'ego qui est attaqué. Donc selon l'éducation qu'on a reçue, selon notre vie, nos événements, tout ce qu'on a vécu, les boutons et les réactions de chacun vont être différentes. J'en suis venue au point de comprendre même les pires choses. Je vais essayer de pas trop partir comme ça et je vais essayer de rester sur les addictions, et je referai d'autres vidéos.
Mais j'ai compris par exemple, parce que c'est une addiction aussi finalement, l'énervement. Lorsqu'on s'énerve très facilement et qu'on part au quart de tour et qu'on fait des colères, donc moi j'ai été beaucoup abusée, à chaque fois je vais le répéter, hein, parce que c'est toujours un peu la base de tout. Alors, j'ai voulu également, je referai une vidéo sur le sujet de l'abus. Alors, parce que je parle toujours du viol de mes 15 ans, mais j'ai subi un autre, ça m'est revenu pendant une méditation, et j'ai subi un inceste. Et il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'arrivais pas à les faire par rapport à... Bon, c'est un peu compliqué la situation, mais je vais le mettre à la lumière, parce qu'il n'y a pas de raison que, comme c'est avec tout mon amour et tout mon respect, voilà, mais j'en parlerai plus tard. Donc là, je vais revenir sur ça, sur la perversité narcissique, que j'ai tellement été du coup abusée que mon ego forcément il a été écrasé, mon estime elle a été écrasée, que lorsque j'ai décidé de reprendre ma vie en main, d'arrêter les drogues, d'arrêter l'alcool. Donc ça, cette vidéo je l'ai fait pour ce jeune homme qui me disait qu'il avait des problèmes avec l'alcool, et que des fois quand il partait en soirée il n'arrivait pas à dire non et il se laisse influencer par les autres. Et moi j'étais pareil, mais ça c'est beaucoup de tout le monde. C'est très social de sortir, de boire, parce que on fait comme tout le monde en fait. Mais le problème c'est qu'on fait comme tout le monde, mais on ne suit pas les bonnes personnes, parce qu'à ce moment-là, on est encore dans la réalité de se faire du mal. On n'a pas encore passé le cap de se dire bon, je me rends compte que là vraiment ça ne me va pas de boire, parce que si limite on boit et que tout est positif et que ça apporte le bonheur et que c'est génial, il n'y a pas de raison d'arrêter de boire finalement. Mais quand on parle de que ça commence à nous faire du mal parce qu'on boit trop, qu'on finit avec ivre-mort ou avec des blackouts, moi j'avais beaucoup de comas, pas des comas éthyliques, mais des pertes de conscience carrément. C'est-à-dire que j'étais blackout, j'étais active, mais je ne me souvenais de rien de ce qui s'est passé pendant des fois 4-5 heures, de telle heure à telle heure. Et des gens me disaient, oh non, t'as vu là, tu faisais ça, tu faisais ci, et moi je ne me souvenais de rien. Donc c'est ça les problèmes. Si on boit un petit peu, c'est pas grave, mais quand après on boit et qu'on se fait du mal, surtout pour une fille comme moi, du coup à chaque fois je me faisais abuser, et ce jeune homme là, lui, il dit que le lendemain il s'est arrivé, il a mal à la tête et tout, oui, parce qu'il a fait les mélanges et tout. Bon, enfin ça on a tous connu les cuites et les machins, après pour le peu que tu fumes. Et bon, alors quand on parle de comme ça et qu'il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave finalement. Mais le problème, c'est que c'est jusqu'à ce qu'il y ait une conséquence. Par exemple, que vous prenez la voiture, comment je le faisais toujours, de prendre la voiture en mode automatique. C'était même pas moi qui conduisais, c'était mes petits anges qui veillaient sur moi pour me ramener jusque chez moi. J'aurais pu avoir des tas d'accidents, j'aurais pu mourir sur la route. J'ai toujours eu une bonne étoile qui m'a toujours protégée. Mais c'est ça le problème, c'est que des fois on fait n'importe quoi et ça va bien jusqu'à ce qu'un jour on met la vie de quelqu'un en danger, ou on met notre vie en danger soi-même, ou aussi on peut très bien par exemple boire et prendre un ecstasy comme moi je le faisais, je me droguais, je mélangeais l'alcool et les drogues, je faisais tout n'importe quoi. Et là, on ne sait jamais ce que ça peut provoquer le corps. J'ai fait 3 comas que je ne me réveillais pas. C'était des, comment on appelle ça, des convulsions. J'ai fait des limites d'overdose parce que le corps, à un moment, entre les mélanges d'alcool et de drogue, et j'étais anorexique, il y a un moment, ça vrille, quoi. Le corps ne supporte plus, quoi. Donc jusqu'à ce que tout, c'est comme le film La Haine, je ne sais pas si vous avez vu ce film, avec le début là, qui est terrible. J'avais adoré à l'époque, c'était comment on appelle ça, stalagmite, non pas stalagmite, c'est météorite, pardon, météorite qui descend comme ça, et en noir et blanc, on a tous les trucs dans la cité, ça pète de tous les côtés avec les jeunes qui font exploser les voitures, c'est La Haine, quoi, ça s'appelle La Haine le film, et on sent la révolte sociétaire, les injustices, tout, c'est le bordel, quoi. Et la météorite symbolique qui descend, et donc il y a une super musique derrière, je crois que c'est NTM d'ailleurs, et du coup il y a une parole qui dit comme ça, jusqu'ici tout va bien, avec cette super musique derrière du rap là, je crois que c'était NTM le groupe, et jusqu'ici tout va bien, et puis là on voit la météorite qui descend, et puis à un moment elle tape la terre, et jusqu'ici tout va bien, le pire c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bon voilà, c'est un peu symbolique, ce qu'on fait comme ça, d'être inconscient. Jusqu'ici tout va bien, c'est pas le pire, c'est pas la chute finalement, c'est l'atterrissage, c'est comment on va sortir de tout ça en fait. C'est ça le truc, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de jamais choper le sida,
parce que ça c'est quand même un truc que quand on se fait autant abuser, bien entendu, les hommes qui m'abusaient ne mettaient pas de préservatif, hein, ça c'est clair que pour aller violer quelqu'un, enfin l'abuser, la violer, vous lui dites le nom que vous voulez porter à quelqu'un qui prend une personne qui est ivre morte, qui ne peut même plus tomber debout, à tenir debout et qui est allongée en état d'ébriété, passer la limite d'alcool plus des drogues et tout ça, au lieu de la prendre, de la mettre dans son lit, de la ramener chez elle, ou je sais pas, enfin prendre soin de cette personne, non, baisser le pantalon, elle lui foutre dedans, bon, je sais pas quel mot vous allez employer à ça, mais bon, alors il faut quand même préciser, vous allez me dire c'est bizarre, elle rigole sur des thèmes comme ça, ben oui, parce que je l'ai quand même hyper analysé le truc, et j'arrive à rire de mes pires drames, et heureusement d'ailleurs, parce que franchement, si je riais pas de tout ce qui m'est arrivé, bah je crois que ça aurait participé à que vraiment un jour je me suicide, parce que j'ai trop eu une vie chaotique avec trop j'ai vraiment du caca, quoi, bien du caca, de la mélasse, bien comme il faut, quoi, bien mélangé, du tout, de toutes les sortes, par là, comme ça, de tous les côtés, entre le karma familial, entre le truc de Asperger, avec les amis qui ne sont pas des amis, qui t'écrasent, les harcèlements moraux, enfin tout, le viol, les addictions, les pervers narcissiques. C'est la totale, j'ai eu la totale. Mais vous voyez, quand j'arrive vraiment à en rire, parce que c'est tellement dramatique que j'ai pas trouvé d'autre solution au final, parce que je peux vous dire qu'avant je riais pas comme ça. Ça c'est vraiment... Alors je pense que j'avais au fond de moi cette joie de vivre qui a été complètement écrasée par cette accumulation de drames. Hein. C'est-à-dire que si jamais je devais faire un film de ma vie, j'ai écrit le livre, j'ai marqué roman, mais on ne met pas dans les livres romans dramatiques, on ne fait pas ça, on dit roman policier, mais quand c'est un roman, on dit autobiographie, ou après roman, point barre, on ne détaille pas si c'est... mélodrame ou ceci, cela. Par contre, dans les films, oui, là, c'est clair que je serais sur une comédie dramatique, parce que malgré tout, la preuve, je rigole. Donc, si je ris, c'est qu'il y a quand même une comédie derrière tout ça. Et puis, de toute façon, c'est apparemment le but de l'humanité, apparemment, dans le chemin spirituel, une fois que vous embrayez, vous rebifurquez de tous ces travers de chemin qui vous égarent complètement de qui vous êtes, à vous droguer, à être dépendant de tout, et de tout. Donc, moi, ma pire addiction à arrêter, ça a été de voler. J'étais kleptomane. Et je peux vous garantir que c'était plus dur d'arrêter de voler que d'arrêter la cocaïne. Parce que la cocaïne, je savais que c'était mal pour moi. Je savais que l'alcool et la tabac, toutes les addictions que j'avais, je savais que je me faisais du mal. Mais le voler, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était très bien. J'étais très fière de ce que je faisais. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai récupéré tout l'argent que me volent les gouvernements de tous les côtés, entre les assurances, quand vous avez des produits qui sont cassés, que vous payez 30 € et que ça arrive, c'est cassé, c'est pas repris, ni échangé, enfin tout ce qu'on se fait arnaquer entre les tickets de caisse, si vous vérifiez, des fois il y a des erreurs de caisse, ça peut être entre 20 centimes à des fois 10 €, 15 €, donc sur des chariots... de caisse enfin vous vous faites arnaquer de tous les côtés, quoi. Ça, je crois qu'on est tous conscients de ça. Donc du coup, moi, quand je volais comme ça, par contre, je n'ai jamais volé personne. Enfin, j'ai eu 2 petites histoires où j'ai volé une paire de chaussures. Allez, soyons francs, parce que j'ai déjà volé personne, ce n'est pas vrai. J'ai volé, mais j'avais 15 ans, 16 ans, c'était encore après. Donc je ne sais pas si ça a été le déclencheur, comme je le disais hier, le viol, parce que finalement je dis le viol de mes 15 ans, mais quand je vais refaire la vidéo, j'ai subi quelque chose avant déjà ça. Et avant les 15 ans, déjà, j'ai eu un truc pas clair qui m'est revenu pendant une méditation. Je ferai la vidéo spéciale là-dessus. Et donc, du coup, j'ai vécu un inceste ou quelque chose relatif à un viol, à un attouchement sexuel, à inceste. Je ne sais pas encore le mot que je peux lui mettre, mais j'ai subi quelque chose qui n'était pas normal et qui, bien entendu, perturbe un enfant. Qui, quand cela m'est arrivé, je devais avoir, je pense, 6, 7, 8 ans. Et je ne sais pas exactement l'âge parce que c'est un souvenir qui m'est revenu.
Voilà, donc forcément, alors le viol de mes 15 ans, bah, je me demande maintenant que ça, ce souvenir m'est revenu, je me demande si ce viol de mes 15 ans, il n'a pas été la conséquence de ce premier abus que j'ai subi quand j'avais 6-7 ans, si c'était pas comme une avalanche d'abus pour que je comprenne le premier qui a eu lieu quand j'étais plus petite. Et puis plus le karma familial parce que de côté de ma famille, ma maman a subi également un viol à ses 18 ans. Quelqu'un lui a mis de la drogue dans son verre et elle a été abusée à ce moment-là. Et mon père, lui, a été abandonné à sa naissance. Il a été placé à la DAS et toutes les familles d'accueil, tout ça. Et je le sentais en fait que lui aussi avait été abusé. Il me dira toujours que non, ça, jamais il me dira que oui, mais j'ai eu le contact de sa demi-sœur qui est revenue qui est venue dans notre vie lorsque mon frère s'est suicidé. Elle a apparu dans notre vie pour soutenir mon père de ce drame de cette tragédie qui venait de nous toucher. Et j'ai eu la possibilité du coup de lui demander à elle si elle avait été abusée, violée sexuellement, touchée, ou enfin quoi que ce soit, le mot qu'on pourra lui dire. Quand elle était petite, et comme je sais qu'elle était avec mon père dans les mêmes familles, parfois, des fois non, des fois oui, et elle m'a dit, mais bien entendu, tous les enfants comme nous qui sont placés de famille, et que la DAS, tout ça, il y a beaucoup de gens qui boivent, et bien entendu, il y a des dérives sexuelles, bien entendu, nous sommes tous victimes, pratiquement pas tous, mais enfin voilà, elle m'a fait comprendre que c'était très courant et très normal. Donc j'avais la réponse de mon père ne me dira jamais, ne me le dira jamais, mais voilà, ça expliquerait ce qui m'est arrivé du coup vers mes 6, 7, 8 ans, là, 9 ans, de ce truc, de ce bagage karmique et familial que nous portions et que du coup nous avons comme hérité et c'est nous qui soignons ça, quoi, cette génération-là. Donc forcément, quand on a des trucs comme ça, donc du coup la kleptomanie, bah pourquoi j'étais kleptomane, je sais pas, en tout cas j'ai commencé à voler, c'est avant le viol. On va dire le premier viol à 15 ans, consciente, et après l'autre d'avant, avec ces souvenirs flous qui me reviennent. Et ça serait cohérent que forcément... du coup, à 12 ans, j'étais en 6e et je me suis fait influencer par des filles qui étaient dans ma classe, qui n'étaient pas de bonne fréquentation et qui volaient déjà. Et en fait, j'ai fait comme elles, quoi. Je me suis intégrée à leur groupe et j'ai voulu les copier. Et donc, elles m'ont appris à voler. Et depuis ce jour-là, ma mère après m'a changé d'école. Donc, tout ça, c'est dans le livre, hein, tout ce que je vous raconte là. Donc, bien sûr, mieux écrit et rigolo, enfin, tourné en mode écriture livre, quoi. Mais tout est basé des faits réels, il n'y a rien qui est inventé. Et donc ma mère m'a changé d'école parce que forcément je partais en vrille et donc après je n'ai plus volé de la 5e à ce que j'arrive au lycée. Et quand je suis arrivée au lycée, ma mère m'a remis dans le public parce que c'était au public avec les mauvaises fréquentations en 6e. Elle m'a mis dans le privé en 5e, 4e, 3e pour me recadrer, on va dire. Et je suis partie en vrille une fois qu'elle m'a remis au lycée dans le public. Et là je suis de nouveau repartie en vrille, j'ai de nouveau volé et là c'est devenu une addiction. Je suis devenue à partir de ce moment-là complètement dépendante à voler. Donc je volais dans les magasins des habits essentiellement, c'était ce que je volais. Donc j'ai fait ça de l'âge de... Et donc c'est en seconde que j'ai été violée pour la 2e fois, on va dire alors, de ce viol conscient, entre guillemets, parce que pareil, il m'a mis la bouteille là, comme ça, j'étais pas vraiment consciente. Enfin bref, et donc du coup, de là, forcément, ça a amplifié cette kleptomanie, en fait, où j'avais, je pense, du coup, cette grande frustration au fond de moi, de toutes ces émotions, bah, du coup, de ce truc que j'ai subi quand j'avais 6, 7, 8 ans, là, qui était au fond de moi, que je ne me souvenais absolument pas. Moi, quand j'étais en seconde, j'avais aucune souvenir de ça, mais le corps, lui, se souvenait, bien entendu. Et plus, du coup, le 2e fois que ça m'arrive encore, pour la 2e fois, quand je suis en seconde, du coup, forcément, vous arrivez dans la vie, quoi, vous comprenez rien. Ça, plus le fait d'être hypersensible, de voir le monde, comment ça se passe, tout ce qu'on nous enseigne à l'école et tout, puis on voit bien la télé, enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond dans cette société, donc du coup, ça nous impacte, on commence déjà à philosopher, tout ça, enfin, pour ma part. Et du coup, je pense, je comblais
Donc j'ai commencé à voler et puis j'ai commencé à fumer là et à boire. Alors là, ça a été mes premières cuites, j'avais jamais bu avant. La seconde, et alors là, à partir de la seconde, cannabis et alcool à dose bien comme il faut. Et en première, ou même déjà en seconde, je crois, seconde ou première, j'ai commencé avec les extasies. J'ai connu des extasies lors d'une sortie. Moi, j'ai commencé avec un quart d'extasie, et puis après, un demi. Après, ça fait plus d'effet, c'est ça le problème. Donc après, on prend trois quarts, puis après, on prend un, et à la fin, je l'ai gobé par trois. Vous imaginez le truc, enfin ça c'était genre un an après quand j'ai eu ma chute, ma descente aux enfers là où j'ai fini en psychiatrie et avec les 39 kilos d'anorexie, avec ça en plus de la cocaïne, les extasies, je suis tombée dans le crack, enfin le burn-out, j'étais première de classe. J'ai redoublé mon BTS en fait, commerce international. Donc ça, quand je vous dis ça, ce burn-out là, j'avais 20 ans. Et donc, vous voyez, la seconde, première, terminale. Donc ça a eu, entre le moment où j'ai commencé juste à fumer et à me prendre des cuites, il y a eu toute une dérive qui m'a amené du coup le viol, 15 ans, je commençais à aller dans ce chemin et j'ai fini à 20 ans avec, j'étais au crack quoi. Mais alors, par contre, pas pendant des années, puisque non, ça a été la décadence de la dernière année, et là j'ai fini en psychiatrie parce que j'ai perdu du poids, j'ai été anorexique en même temps, j'ai fait un burn-out, et malgré, donc juste avant que je tombe dans le crack, j'étais en BTS, et j'avais redoublé ma première année de BTS, je comprenais rien parce que je venais d'un bac littéraire, et j'avais déjà redoublé mon bac littéraire, donc comme je vous ai déjà dit, j'étais pas en lumière à l'école, et donc quand j'ai passé le BTS commerce international, la première année, j'ai rien compris, on m'a fait redoubler et en fait là mon cerveau il a fait un déclic, je sais pas ce qui s'est passé et je suis devenue première de classe et en fait j'ai fait un burn-out avec la pression que je me mettais à vouloir garder le premier rang en fait. Donc de nulle à l'école, là je me souviens pourtant que je me disais pas tiens c'est bizarre, je me suis dit je trouvais, il y a personne qui me disait mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, comment ça se fait que t'es arrivée à être première de classe alors que normalement t'avais pas des super résultats et tout, il y a personne vraiment qui a tilté, quoi. C'était genre comme si c'était normal. Ça devait être les résultats parce que c'était bien de m'avoir fait redoubler. En gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est parce qu'elle a redoublé, donc forcément, maintenant, elle cartonne, quoi. Bon, et du coup, c'est vrai que moi, je me suis fait laisser influencer en pensant ça et j'ai pas vraiment décelé que j'avais, par exemple, une intelligence beaucoup plus haute que ce que j'aurais pu penser, que ce qu'on me faisait croire jusqu'à présent, de par tous mes abus où j'avais une auto-estime super basse, et puis parce que sur les bulletins scolaires, c'est toujours écrit que doit faire des efforts, n'est pas attentif, n'est pas concentré, très limite, très médiocre, enfin on m'écrasait beaucoup. J'avais des profs qui étaient souvent sur mon dos et j'étais pas très aimée des profs en général et j'étais assez rebelle du coup après le viol et tout. Alors forcément j'ai pris un parcours comme ça et il fallait pas qu'on m'embête à l'école quoi, je veux dire dans les profs quoi en fait. S'il me tourmentait, je répondais beaucoup, j'étais une bad girl, quoi, comme on dit, j'étais une mauvaise fille, quoi. C'est-à-dire que j'étais gentille, mais jusqu'à ce que, du coup, il y a eu l'accumulation, je pense, de ce viol, et puis du coup, ce qui m'était aussi arrivé à mes 6, 7, 8 ans, que j'en avais pas conscience, mais tout ça, voilà. C'est-à-dire qu'à force de toujours se sentir écrasé comme ça, il y a un moment, si on prend un chemin là, après, on se rebelle inconsciemment, et on devient en mode wesh quoi, qu'est-ce que t'as là, comme ça on finit wesh comme ça, et c'était ça, j'avais le wesh comme ça qui me oh y va quoi. Donc c'était pas, je parlais pas wesh comme ça, mais c'était pour que vous compreniez que les bad boys de la cité, les wesh ça existe pas pour wesh comme ça pour faire style quoi, les gens qui ont le rébellion facile. Alors on va pas dire que tous les rebelles ont été abusés, mais je suis quasiment sûre que pratiquement 90%, oui, donc on va dire qu'il reste quand même 10% que non, mais ça fait quand même 90% ou au moins 80%. Même 70%, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens que quand elles se rebellent, souvent, c'est parce qu'ils ne supportent pas l'autorité. Donc alors, on le mettra sur le fait de l'Asperger aussi, mais dans les Asperger, ça tourne en boucle ce sujet-là, que les Asperger, comme on est très crédule et qu'on n'arrive pas à détecter les intentions des gens, un gars qui va qui veut nous mettre dans son lit et qui va nous dire je sais pas moi, j'aime bien ta musique, comme moi que je suis un artiste, tu fais de la super musique, enfin qui va me baratiner, je sais pas quoi.
lui, son unique idée, c'est de me mettre dans le lit, et il va même, quitte à parler de Krishnamurti qui dit que c'est pas bien de penser de bonne santé mentale d'être intégré à une société malade, par exemple, qui va me citer un truc, et moi tout de suite je vais accrocher en me disant waouh, c'est un philosophe, et on parle, moi je suis intéressée de parler. Parce que ça m'intéresse le sujet, et lui en fait il fait ça dans un but de manipulation, mais c'est inconscient bien sûr, il se dit pas je veux lui parler de ça, mais sa tactique c'est ça, sa tactique c'est toucher là où ça m'attire pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc ça c'est ce dont nous sommes victimes beaucoup, donc forcément on se retrouve dans des situations, les Asperger, les Asperger, et puis aussi beaucoup de gens, parce que ce garçon-là qui me dit qu'il n'arrive pas à dire non à ses amis, ses amis c'est une mauvaise influence, parce que s'il sortait, c'est parce qu'en ce moment il a une réalité comme ça, il a besoin de cette réalité, c'est comme moi, à l'époque quand j'étais dans ma réalité, que je me shootais, que je faisais n'importe quoi, et que j'étais dans cette réalité-là. Et je pense que s'il y avait eu des gens qui étaient venus sur mon chemin à ce moment-là, avec la méditation, le yoga et tous les trucs, j'étais pas prête en fait. Je pense que c'est un rythme, chacun va à son rythme, et je pense que le rythme du bonheur, il est quand en fait, on se rend compte que ça y est, on en a marre de vivre ce qu'on est en train de vivre. En fait, il faut en avoir marre tout simplement. Il n'y a aucune raison. Donc là, je parle à ce jeune homme qui s'appelle Kevin, comme ça au moins quand il écoutera, salut Kevin, la vidéo, il saura que c'est vraiment pour lui que je l'ai fait, parce que je lui ai dit que j'allais le faire ce soir, et comme je suis impeccable avec mes paroles, parce que c'est un accord Toltec, ils disent que ça aide au bonheur d'être impeccable avec les paroles, et en effet c'est vrai, si je le dis, je le fais pas, je suis pas crédible, enfin c'est pas, déjà pour moi, et c'est pas bien en fait, donc je le fais, et du coup on se fait influencer en fait à vouloir faire comme les autres, et au final c'est nous qui en payons les résultats, parce qu'une fois que tu quittes la soirée et que chacun rentre chez lui, qui c'est qui en a dans la tête, qui c'est qui vomit, qui c'est qui est en descente de ecstasy, je sais pas quoi, des trucs de drogue, de machin, à pas dormir, insomnie, à vouloir à la limite se claquer la tête dans le mur, il y en a qui se scarifient, enfin, et ça c'est pas forcément sous la prise de drogue, quand on n'est pas bien, il y a un moment, c'est-à-dire qu'il faut en avoir marre de rentrer chez soi et d'avoir la gueule de bois, ou il faut en avoir marre de se claquer la tête sur les murs. Il y a un moment, c'est-à-dire que là, ce moment-là, quand on en a marre, c'est qu'on est encore conscient. Vraiment, parce que si on n'est pas conscient, qu'on est dans une schizophrénie négative, et que les voix nous disent, c'est même pas des voix qui nous disent claque-toi la tête sur le mur, mais tu le fais parce que moi je les faisais de claquer la tête sur le mur, pas tout le temps, mais ça m'est arrivé dans mes crises que oui, je claquais parce que j'en pouvais plus, et j'avais envie de tout exploser, parce qu'à ce moment-là on comprend rien. Et ça d'ailleurs m'a amené la première fois quand j'ai fait ça, j'étais finie en psychiatrie, ça c'était en 2003, les premiers claquages de tête sur le mur comme ça. Je l'ai peut-être fait quand j'étais petite, mais je remarque que lorsque nous sommes petits, les parents nous redressent, fais pas ci, fais pas ça, et peut-être qu'on a des comportements flapping, tout ça, et puis au final on nous domestique de manière à se comporter normal, mais sauf qu'il y a un moment, si vous êtes plus ou moins sur un chemin que vous devez passer par cette obscurité pour atteindre la lumière, vous allez sortir tout ce truc, et toute cette carapace, elle tombe à un moment. C'est-à-dire que pour ma part, je pense que c'était vraiment bien que j'explose autant que j'ai explosé, parce que j'avais trop d'émotions, que si j'avais gardé tout ça en moi, j'aurais un ulcère dans l'estomac, j'aurais un cancer, c'était pas possible, il fallait que ça sorte quoi. Donc vous êtes en Afrique, les gens ils hurlent avec des tam-tams et tout ça, et on flapping de tous les côtés parce que ça joue du djembé, et il y a personne qui dit regarde lui c'est un autiste, et regarde l'autre elle est en crise machin et truc, et en fait ils expriment leur folie, les passages d'entité, parce que quand on perd la tête comme ça et qu'on devient complètement démoniaque et possédé, c'est comme une possession, c'est-à-dire qu'on n'est plus maître de sa conscience, et il y a peut-être des entités, des esprits, on ne sait pas en fait, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on se transforme en quelqu'un que ce n'est pas une bonne personne, on devient un vrai démon. Donc si on a la possibilité de se transformer comme ça en vrai démon, et avoir une double personnalité, et d'un seul coup prendre tout, et tout, et si je veux là, c'est parce que je
j'ai les bras coupés parce que je suis limitée avec l'écran. Mais si je voulais vous imiter mes crises, je vais bien vous le faire parce que je l'ai bien vécu. Et je peux vous assurer, là, j'avais par exemple un truc et je cassais tout. Mais là, je pourrais même pas le faire suffisamment parce que, comme je vous dis, j'ai pas d'espace mais je peux le revivre tellement je l'ai vécu. Et que, bon, à la fin, forcément, ça dépend où est-ce que vous êtes, mais on vous interne, on vous finit en psychiatrie ou vous cassez quelque chose qui est important pour quelqu'un, vous faites tomber des télévisions. Enfin, moi, j'ai cassé le pare-brise de mon camion quand j'ai fini en psychiatrie en 2015. Donc, bon. On met la vie des autres en danger parce que aussi, sur une crise comme ça, on peut prendre un couteau et je vais te tuer, quoi, parce qu'on perd le contrôle. Donc ça, on est transformé et vous allez pas me dire que vous êtes transformé en un ange. Donc si vous pouvez passer de telle personne à telle autre personne, qu'on lui mette le nom de ce que vous voulez, que ce soit de la schizophrénie, des développements de personnalité ou possession, exorcisme, le mot que vous voudrez le dire, vous avez également la possibilité de faire le contraire, c'est-à-dire d'être du démon passer à l'ange. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire changer la réalité, de se dire, bon, ok, j'ai fait tout ça, parce que le truc c'est qu'on n'est pas 24 à péter des câbles et à être démoniaque. Quand on a fait notre crise, on redevient normal. Donc c'est à ce moment-là, que quand on redevient normal, qu'on a la possibilité de se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de devenir démoniaque. Et donc forcément, quand vous êtes démoniaque parce que vous avez pris 3 grammes de cocaïne et que vous n'avez pas dormi, que vous n'avez pas mangé, forcément vous faites plus de crises. Donc il faut éliminer les trucs petit à petit. Il y a un moment, la tentation qui est là partout de tous les côtés, il faut être fort. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. Pour être fort et avoir vraiment la force de volonté d'arrêter tout ce qui vous détruit et du coup, ce processus, ce mécanisme de vous faire du mal et de faire du mal aux autres, parce que quand vous êtes comme ça, il y a des crises et à crier, vous dites des grands mots, vous insultez les gens, vous manquez de respect parce que vous n'avez plus de respect pour vous-même, pour personne, enfin, tout prend des proportions énormes et donc tout est disproportionné. Il y a beaucoup de... C'est du venin qui sort de notre bouche, c'est du feu, c'est c'est l'horreur, quoi. Donc... et sans parler de ces crises-là, de se faire du mal à boire et après avoir mal à la tête, vomir, des choses comme ça, c'est comme si on vomissait notre propre personne. C'est pas normal. Vous n'allez pas me dire que si vous le faites une fois dans votre vie parce que vous n'avez pas su ce que c'était l'alcool, bon, vous vous êtes trompé, vous avez bu un verre de trop et là vous vomissez, ok, mais quand une fois que vous connaissez le truc que si vous buvez trop, vous allez vomir, ou comme moi, que vous buvez trop, vous allez finir à être abusé et que vous continuez, et qu'à chaque fois que vous vomissez, vous avez mal à la tête, vous vous faites abuser, bon, il y a un moment... j'ai pas envie de dire que vous êtes bête, pas du tout, parce que non, vous n'êtes pas bête du tout, mais il y a un moment, il faut que vous vous repreniez en main, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous disiez, bon, est-ce que vraiment c'est ce que je veux de ma vie, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Il y a un moment, et ça, il n'y a pas d'âge, quel que soit l'âge, parce qu'il y a des gens, jusque 50 ans, ils vont exactement refaire la même truc, ils vont au bar, tout, ils finissent, ils sont défoncés, mal à la tête, et ils ont 50, mais c'est pas grave, si toute leur vie, ils ont fait ça, si c'est à 50 ans ou à 60 ans qu'il faut qu'ils se rendent compte que ça y est, c'est bon, c'est fini, j'arrête avec ce truc-là parce que je l'ai suffisamment expérimenté et que je vois bien que ça fait 50 ans que je fais ça et que ça m'a jamais amené au bonheur et j'en ai marre, je veux vivre quelque chose d'autre de ma vie avant de mourir, je veux faire une autre expérience. Il n'y a que comme ça que vous trouverez la force et la raison d'arrêter. Non seulement la raison et la force, la volonté, quoi, la force de volonté, parce que sinon c'est trop dur, il y a trop de tentations de tous les côtés, c'est-à-dire que si vous vous dites juste comme ça, oh moi à chaque fois que je sors je bois trop et je vomis, ou à chaque fois que je sors je bois trop et j'arrive chez moi et j'ai mal à la tête, mais là vous n'allez rien changer comme ça, vous n'allez rien changer, c'est pas possible, parce que c'est pas suffisamment fort le désir de se dire, bon, je me fais du mal, quoi. J'en ai marre, quoi. Il faut vraiment que vous en ayez jusque là, quoi. Moi, je me suis fait abuser plus de 30 fois, j'ai arrêté de compter, donc forcément, il y a un moment à toujours me répéter, il faut que tu arrêtes de boire, 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 mais pourquoi tu bois, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de boire, pourquoi tu bois, il faut que tu arrêtes de boire, et te droguer. Quand je dis boire, c'est boire et droguer et faire n'importe quoi, tout le mélange, drogue, alcool et tout. Disons que les drogues, c'était pas tous les jours et tout le temps. Il y a des fois, je prenais pas de drogue pendant 6 mois. Par contre, l'alcool, j'ai toujours bu tout le temps. J'étais vraiment alcoolique, c'est-à-dire que je pouvais plus m'en passer. J'imaginais même pas une soirée sans alcool.
Et c'était, j'achetais même l'alcool. Il y avait quand même 2 jours dans la semaine où je buvais pas. Je ne buvais pas, sauf si, bien sûr, tentation, et que quelqu'un allait m'inviter chez lui, et apéro, et ceci, cela. Donc bon, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Je veux dire, c'est simple, quoi. C'est soit vous continuez comme ça, et puis, bah, de toute façon, vous ferez rien de votre vie, en fait. Vous ferez rien de votre vie, à part voir des gens qui vous apportent rien, à part vous faire boire, parce que finalement, tout ça, c'est superficiel. Si vous devez boire comme ça, c'est parce que derrière ça, il y a un mal-être. Les gens, ils échappent de la vraie réalité. Ils ont des souffrances, ils ont des traumatismes. Ils veulent pas les regarder, donc du coup ils veulent pas les regarder, ou ils sont pas encore prêts pour les regarder, parce que moi quand je buvais comme ça, j'étais pas encore consciente que j'avais été violée à mes 15 ans, là le premier viol, enfin le premier, deuxième, et encore moins de trucs qui m'est revenu lors de ma méditation, là, que j'ai subi en inceste à 6-7 ans, j'étais pas consciente de ça, je savais même pas, donc forcément on a des traumatismes, parce que le truc c'est que le cerveau, donc ça je le dis dans le livre, j'explique avec la dissociation, avec l'abus sexuel, que si vous avez subi un abus sexuel qui est très 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 facile, je ferai une vidéo prochaine sur comment c'est facile d'être pédophile en fait, parce que du coup moi qui ai tellement été abusée, bah, j'ai bien vu que c'était quelque chose qui était très facile à reproduire. Donc grâce à Dieu, je n'ai pas reproduit ça, je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais pu le faire. Il y a des situations, je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais des situations qui me sont venues, où que si j'avais pas contrôlé ma façon de me comporter, j'aurais été pédophile avec ces enfants-là. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que si vous avez subi un abus avant vos 7 ans, et c'est très très facile d'avoir subi un abus avant les 7 ans, parce que c'est très facile d'être pédophile, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, en fait, avant les 7 ans, c'est pas moi qui le dis, hein, bien sûr, tout ça, c'est écrit dans le livre, je le raconte plus bien détaillé, tout, si vous le voulez, sinon vous regardez sur internet, vous tapez à partir de quel âge la mémoire traumatique, et en fait, vous allez voir que avant les 7 ans, le cerveau n'est pas suffisamment constitué pour pouvoir développer la mémoire traumatique et du coup avoir des souvenirs très clairs et cohérents, des souvenirs de dates et d'événements. Donc il faut que ce soit souvent récurrent. Par exemple, un oncle qui va vous abuser à répétition tous les dimanches, par exemple, là vous avez des possibilités, si c'est jusqu'à vos 6-7 ans, de vous en souvenir parce que ça arrivait plusieurs fois. Mais si c'est une fois, vous avez peu de chances de vous en souvenir, mais il y a certaines personnes qui peuvent s'en souvenir. C'est pas tout le monde qui se souvient pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand même la majorité des gens, on a des traumatismes dont on ne se souvient pas, et du coup forcément après on comprend pas pourquoi on boit, on se la met à l'envers comme ça et qu'on finit inconscient à faire n'importe quoi. Il y a un traumatisme derrière. C'est qu'il y a un moment, si vous buvez autant et que vous avez besoin d'avoir autant d'addictions, que ce soit le vol, la kleptomanie, que ce soit le chocolat, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, parce que le sexe c'est pareil, c'est une addiction pour beaucoup d'hommes et pour des femmes aussi, la nymphomanie et aussi le sexe, sans parler de nymphomanie, mais c'est presque ça en fait, la nymphomanie. Et en fait, la nymphomanie c'est encore à un niveau un peu plus élevé que la personne qui est dépendante au sexe et qui a besoin de toujours avoir des rapports réguliers pour se sentir vidée, nous dirons, et en même temps, paradoxalement, se sentir, se remplir, quoi. Parce que souvent les hommes disent ça, oui moi j'ai ce besoin, c'est mécanique, c'est automatique, c'est naturel, il faut qu'on se vide, quoi, les boursignoles. Donc oui, enfin ça c'est très terre à terre et ça manque d'analyse, hein, parce que non, les hommes n'ont pas besoin de se vider comme ça, parce que quand vous êtes dans le chemin de la méditation, les hommes ne pratiquent plus après le sexe parce que vous n'en avez plus envie en fait. C'est-à-dire que la nourriture que vous prenez spirituelle en méditant, elle vous nourrit, elle vous donne tout ce que vous avez besoin et vous n'avez plus après ce besoin compulsif de devoir faire l'amour enfin faire l'amour, c'est pas faire l'amour, hein, c'est faire du sexe pour satisfaire à ces besoins primaires comme ça. Donc du coup, quelle que soit votre dépendance, il y a un moment, il faut que vous regardiez en face et que vous disiez, bon, je suis dépendant, quoi. Là, c'est clair, j'ai besoin de ça tout le temps, sinon ça va pas ma vie, quoi. Ou c'est même pas que ça va pas ma vie, mais c'est que je peux même pas faire ma vie sans ça, en fait. Parce que des fois, on fait, sans même se dire, ça va pas ma vie. Moi, quand j'étais alcoolique et que je buvais tout le temps, je me disais pas, quand je bois pas, je suis pas bien. Non, c'est-à-dire que ma vie, elle était tellement portée là-dessus et c'était inconcevable de ne pas boire, quoi. C'était genre, c'est-à-dire que ça faisait partie de ma vie intégrante complètement. Mais moi, je me disais pas, je bois parce que j'ai un manque affectif, parce que j'ai un traumatisme, parce que j'ai ceci, cela. Non, j'étais pas consciente. Mais
Maintenant qu'on a, parce qu'à l'époque, moi, il n'y avait personne qui me faisait ces vidéos, là, il n'y avait pas YouTube et tout ça à l'époque, là. Mais maintenant qu'il y a YouTube, il y a tous ces gens, là, qui vous informent. Quand vous avez des addictions comme ça, maintenant, là, vous êtes en mesure de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, à l'époque, il n'y avait personne qui me disait que ça n'allait pas. C'était pour nous, c'était normal, c'était comme la société, c'est normal, on boit. Mais il n'y avait personne qui me disait, mais arrête, Anoki, enfin, à l'époque, c'était Fleur, mon prénom. Arrête, Fleur, tu vois pas que tu te la mets de tous les côtés, c'est pas normal. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, arrête, c'est pas normal. Et alors après, c'est quoi la normalité? Parce qu'il est sûr que même si la normalité, on ne peut pas la mettre là, il y a un moment quand même, c'est clair et net que c'est pas normal, entre guillemets, se la mettre tous les soirs à finir quatre pattes par terre et inconsciente à chaque fois, mince quoi. Bah non, c'est pas normal. C'est pas ça la normalité. La normalité, c'est être heureux sans avoir besoin de substances comme ça et avoir besoin de se mettre inconscient. Là, on n'est plus sur une normalité. Donc après, la normalité, on ne va pas la généraliser. Mais quand la normalité, c'est quand même le chemin du bonheur. C'est ça la vraie normalité qui te devrait être. Mais la normalité dans laquelle nous vivons actuellement, c'est pas du tout cette normalité-là. Parce que nous avons trop de traumatismes. Donc ce truc de l'abus sexuel, si on l'a subi, et c'est quasiment une personne, je dirais, 0,8 sur 2 qui a subi, voire même 100% de la population. Parce que si nous parlons de la loi du cosmos, que nous sommes tous reliés, bah par le fait que moi j'ai été abusée autant de fois, si même vous ne l'avez pas été, et bien du coup en fait c'est comme si vous l'étiez en fait, plus par le fait que moi je le suis en fait. Je l'ai été, donc du coup on est reliés et du coup vous portez mes traumatismes. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut en avoir marre de sa vie, là, il faut en avoir marre de reproduire une réalité, qu'on voit que c'est pas la bonne réalité, et il faut avoir un autre modèle à copier, en fait. C'est ça le truc, parce qu'on ne sait pas qui copier, en fait, on est paumé, quoi. On nous apprend rien de bon dans cette société, on nous apprend à travailler. Il y a des petits soldats, là, et on nous éloigne du but primaire. C'est ça le vrai but primaire de la vie, c'est d'être heureux. Et ça, il n'y a personne qui nous l'apprend. Et du coup, nous, on ne sait pas quoi copier. Donc forcément, à l'époque, moi, je copiais comme tout le monde et je buvais, je faisais comme tout le monde. Enfin, en même temps, il n'y avait pas tout le monde qui se mettait comme moi, je me mettais dans tous ces états-là, quoi. Les drogues, en même temps, l'alcool et tout. Après, bah, il y en avait quand même. Et moi, j'ai suivi, j'ai copié le mauvais troupeau, quoi. Et donc, du coup, il y a plusieurs troupeaux dans la société. C'est plein de petits troupeaux. Bah, il faut trouver des troupeaux qui sont... des troupeaux de lumière, quoi. Maintenant, on a toutes les clés. Il y a des gens qui, comme moi et comme d'autres, qui parlent et qui disent ce qu'il faut faire. Et il faut le faire, quoi. C'est-à-dire que si on vous le dit et qu'après vous le faites pas, il faut arrêter de se plaindre, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais moi, ceci et ça, c'est ça. J'en ai marre. J'ai des descentes. Je connais quelqu'un qui me répète toujours en boucle. Ah ouais, je suis... Oh, bah oui, tu me connais. Elle est bipolaire, en fait. Mais à un degré beaucoup moins que le mien avant. Bon, à chaque fois, il y a un moment, je vais devoir être un peu plus... comme là je suis en train de le faire, pas que je m'énerve, mais je suis obligée de booster les gens, quoi, parce que tu peux pas venir toujours me répéter la même chose, quand ça fait 50 fois que je te réponds la même truc. Arrête avec tes trucs et médite, mets-toi à la méditation tous les jours et tu vas voir les résultats, et ça va être très rapide, tu vas voir que tes effleurements de trucs comme ça va être comme ça, et si tu te donnes 2, 3, 4 ans, et la méditation c'est pour toute la vie. Donc après on leur dit, je leur donne la playlist que j'ai sur YouTube. Elle est même en espagnol, elle est en toutes les langues, elle est en anglais. C'est-à-dire que je rencontre des gens de toutes les nationalités parce que je suis souvent dans des grandes villes, tout ça. Je rencontre beaucoup de gens et je leur donne tout ces mâchés, tout ce travail qui m'a permis autant d'années, que j'ai dû investir autant d'années pour arriver à là où je suis maintenant à 39 ans. Si moi m'avait donné tout ça à l'époque, je vous garantis que je n'aurais pas 39 ans quand je suis en train de vous parler comme ça. Ça aurait été bien avant. Mais si après les gens ne le font pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne peux rien faire pour vous. Il y a des clés, il y a des choses à faire. Et surtout, la première chose à faire, c'est se dire, je veux être heureux. Et ça, le fait de faire le choix d'être heureux, ça n'a rien à voir avec le fait d'être bipolaire, schizophrène, autiste Asperger, trouble de déficit de l'attention, alcoolique, borderline, drogué, kleptomane et je ne sais quoi, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi. Tout le pire de ce qu'on peut avoir, le jour où vous vous direz « j'en ai marre de cette vie que je suis en train de me mener », parce que vous la menez à vous-même pour quelles que soient les raisons qui puissent être, pour quels que soient les traumatismes inconscients ou conscients que vous avez subis, il y a un moment, les conséquences sur votre vie,
c'est vous qui en êtes responsable. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de transformer. Et ça, je le sais plus que je le suis passée par là. C'est pour ça que je suis autant comme ça et que je ne vais pas lâcher l'affaire, parce que si c'est même 5 que j'arrive à motiver à faire le choix, se dire, bon, si cette Anoki là, elle le dit là, bon, bah, on va essayer de la croire, parce que finalement, c'est quoi son intérêt? Mais quel est mon intérêt? Franchement, c'est quoi mon intérêt? J'ai aucun intérêt à vous dire de méditer. J'ai aucun intérêt dans l'histoire, quoi. Vous comprenez, quoi, que j'ai aucun intérêt, genre je fais pas d'argent là-dessus, j'ai aucun intérêt. Je sais pas si vous voyez mes vues. Alors déjà, dans les 850 abonnés, il y en a 400 que j'ai acheté. Attention, croyez pas que j'ai 850 abonnés vrais. Et quand vous voyez des vidéos avec plus de 1000 vues, c'est pareil, je les ai achetées, soyons honnêtes, hein, jusqu'au bout, parce que ce truc de... Je croyais que ça serait bénéfique pour moi pour pouvoir travailler dans des festivals, et ça n'a pas été le cas. Et je regrette maintenant de les avoir fait, parce que du coup, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Je le dis facilement que c'est des fausses vues. Donc au moins pour les coups, comme ça je me libère de ce truc que j'ai fait. Bah, ça c'est pareil, hein, vous pouvez acheter vos vues, c'est quoi ce délire, enfin bref. Donc on est dans une société vraiment très fausse, donc très l'apparence, très le masque. Je parais cool, parce que c'est vrai que de boire, bah, ça désinhibe. Bah oui, donc du coup après on se sent comme ça, jusqu'à ce que des fois même on se désinhibe trop, on fait trop n'importe quoi. Et du coup, voilà, il n'y a que si vous en avez marre de cette réalité, c'est-à-dire que si vous en avez pas marre, moi franchement, je ne sais pas du tout, je ne peux pas revenir en arrière, parce que mon passé, il a été comme il a été, et je me demande vraiment si quand, à l'époque, s'il y avait eu des vidéos comme ça, des gens qui témoignent, si on m'avait parlé de l'autisme Asperger, si on m'avait parlé du viol, de la dissociation et de tous ces trucs que je sais maintenant, à l'époque, je pense que je n'aurais pas pris ce chemin-là, je pense, mais j'en sais rien, peut-être que pas. Donc, est-ce que il y a des gens qui doivent vraiment répéter comme ça en boucle, jusqu'à en avoir vraiment marre pour pouvoir... Et puis il y en a qui tournent jamais la page, qui répètent ça toute leur vie, puis qui vont mourir en finissant alcooliques. Il y en a qui meurent de leur alcoolisme, qui meurent de drogués, d'overdose, qui meurent de plein d'addictions. Donc il y en a qui meurent de l'anorexie, il y en a qui s'en sortent pas de leur truc. Donc, est-ce que, enfin moi sincèrement, je suis convaincue que si j'avais eu toutes ces clés-là à l'époque, ça m'aurait accéléré mon processus, et je vais finir là-dessus. Et ça c'est encore pour ce jeune homme, Kevin, qui, voilà, la seule manière, et pour toutes les autres personnes qui ont des addictions, la seule manière que vous vous en sortiez, c'est de vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire du mal et que vous voulez vous autoriser désormais à expérimenter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez envie de renouveau dans votre vie. Il faut que vous ayez envie d'expérimenter, c'est une expérience, quelque chose de nouveau, et de vous dire, bon, jusqu'à présent, j'ai ça, avec tout ce qui est découle de tout ce qu'on nous a dit. Oui, mais moi, les pervers narcissiques, les traumatismes, les ceci, donc c'est pour ça que ça, j'ai formé une personnalité inconsciemment par rapport à plein de choses qui me sont arrivées, et j'ai la possibilité de croire que toute ma vie, en gros, j'aurai cette souffrance et tout ça, ou à partir du moment, bah tiens, il y a des techniques qui me sont données, et qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si à partir d'aujourd'hui, je commence par une de ces techniques, et je la fais, je fais de mon mieux pour la faire, je lâche pas l'affaire et je l'intègre dans ma vie jusqu'à le restant de ma vie. Bien entendu, les 4 accords Toltec, c'est pas je fais pas de suppositions pendant 5 ans puis après je refais des suppositions, c'est toute la vie des techniques, c'est jusqu'au dernier souffle. C'est pas je commence et puis après j'arrête. Il y a combien de gens qui me disent ah, le yoga, ouais c'est vrai que c'est pas mal quand même, c'est vrai que même quand j'ai médité, ils me disent ça, ouais ça m'avait fait du bien, c'est vrai, j'ai senti que j'étais moins stressée et tout, mais bon, j'ai arrêté. Mais pourquoi vous arrêtez quelque chose qui vous fait du bien, quoi? Donc, il y a un moment, moi je peux rien faire d'autre que de vous dire qu'il y a des techniques et il faut les faire. Si vous ne les faites pas, votre vie elle va jamais changer. Mais jamais! S'il y a quelqu'un qui vous fait miroiter, que comme ça, là, en claquant des doigts, en payant 10 000 € ou 5 000 € ou 2 000 € ou que je sais pas quoi, ce qu'on vous fera miroiter et que vous allez avoir des résultats et que vous allez vous transformer comme ça par la magie, l'opération du Saint-Esprit, ces gens-là, c'est des entourlopineurs qui veulent vous sortir de l'argent de votre poche et qui veulent vous manipuler. Je vous garantis que pour être heureux, il faut le vouloir, ça c'est la première chose. Si tu ne veux pas être heureux, ta vie elle va jamais changer et tu seras toujours comme ça, toute ta vie.
toute ta vie, tu ne vas jamais changer. Il faut d'abord que tu fasses le choix d'être heureux. Et une fois que tu as fait le choix, que tu te dis, bon, maintenant je fais le choix, mais c'est pas genre je fais le choix, puis dans une semaine finalement, bah oui, mais non, c'est trop dur. Bah oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Parce que c'est pas plus dur que de se réveiller avec la gueule de bois ou de s'être faire foutre par un inconnu sans préservatif, à toujours aller faire des tests de sida tous les 3 mois parce qu'on se fait abuser. Vous croyez que c'est pas plus dur ça? Voilà, alors moi personnellement, quand j'en ai eu suffisamment de cette réalité entre les mal de gueule de bois et les abus et tout ce qu'on voudra bien, selon chacun son caca dans lequel il est, quand vous en aurez bien marre, et bien là, il faudra que vous fassiez le choix d'être heureux. Et une fois que vous aurez fait le choix, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous y teniez, tout simplement. C'est pas tout de le dire et ta. Après, voilà, il faut être autodiscipliné. Et ça, l'autodiscipline, ça s'apprend. C'est pareil. Alors, je referai une vidéo sur l'autodiscipline et le pouvoir de la pensée, la neuroscience, enfin tout ça. J'essaierai de le faire un peu plus scientifique avec des bases de neurosciences, parce que moi je suis toujours basée sur les neurosciences, hein, sur les gars qui m'ont aidé, c'est des neuroscientifiques, c'est des gens qui étudient les cerveaux et l'impact de certaines choses, l'influence que ça a sur notre comportement et tout ça. Je vous parlerai de l'épigénétique également. L'épigénétique, il y a la 3/4 de la population qui ne connaissent pas et je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore et c'est véridique, ça marche. Ça veut dire changer l'environnement pour changer les gènes, contrairement à la fausse croyance de la science commune qui nous fait croire que ce qui est génétique influence notre personnalité et c'est comme irréversible. Genre, ma famille est schizophrène, donc je suis schizophrène, c'est normal. Je serai comme ça toute ma vie. Voilà, donc je referai plusieurs vidéos à thème. J'espère que celle-là vous a plu. J'espère que je vous ai bien remué, parce que c'était le but, parce que c'est pas que j'en ai marre, mais j'ai envie que ça y est quoi. J'aimerais vraiment, alors moi je travaille là-dessus sur la méditation pour accepter que chacun son rythme, mais voilà, il y a des coachs sur cette terre qui sont là pour nous booster dans notre pouvoir de allez, je reprends ma vie en main. Et j'en fais partie, clairement, et moi je ne vous prends pas d'argent, c'est gratuit, tout ce que je vous dis, et je sais que j'ai cette capacité-là de ma manière, déjà par mon vécu et par ma transformation qui est là véridique, c'est-à-dire que je ne parle pas pour dire comme ça, je ne suis pas genre une neuroscience qui n'a pas vécu, une neuroscientifique qui n'a pas vécu de traumatisme, non, moi tout ce que j'ai tout appliqué, donc je ne suis peut-être pas calée en niveau médecine et tout ça, mais j'ai eu l'expérience. Et de là, j'ai eu vraiment la transformation en appliquant tout ce que ces gens calés dans les neurosciences, tout ça, nous disent. Ou dans la spiritualité, ou dans la philosophie. Voilà, il y a plein de petites clés. Donc là, je vous ai parlé de Krishnamurti, c'est penser à une bonne santé mentale que d'être intégré à une société malade. Et puis voilà, j'ai les 4 accords Toltec. De toute façon, c'est tout ça. Fait tellement partie de ma vie que je le citerai certainement relativement fréquemment. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est 52 minutes. J'ai du mal à faire des petites vidéos de 30 minutes. C'est même impossible pour moi, j'ai l'impression. Enfin, il faudrait que le thème soit un thème que je clôture rapidement. Mais comme je pars un peu comme ça à chaque fois, du coup, je pourrais parler des heures comme ça, mais je coupe parce qu'il y a un moment, voilà. Là, le but, c'était quand même de vous dire que si vous vous dites pas que vous voulez être heureux et que vous en avez pas marre de votre réalité, pourquoi vous voudriez la changer en fait? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous faites à regarder la vidéo d'ailleurs? Enfin, je veux dire, il y a un moment, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est que vous êtes en quête de savoir qui vous êtes, parce que vous avez forcément tapé autisme, forcément vous avez tapé Asperger, soit forcément vous avez tapé un des mots qui est dans le titre, addiction, là, le titre, je vais le dire, je sais pas ce que ça va être, par rapport à comment se sortir de ces addictions. Donc, quand vous tapez addiction et que voilà, vous tombez sur ces vidéos-là, ça veut dire que vous avez quand même une volonté de comprendre. Alors là, je peux vous dire que vous êtes bien parti, hein, parce que ça part de là. Hein. Si vous n'avez pas cette volonté de comprendre, c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Donc déjà, tous ces gens qui regardent la vidéo, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin, parce que sans cette volonté de comprendre, vous n'aurez pas la volonté de vouloir changer, transformer ces effets négatifs de tous ces conséquences, de tous nos traumatismes, de toute notre éducation, tout ce qu'on a pu subir tout au long de notre vie, qui a fait que nous sommes devenus tels adultes. Si vous croyez que c'est irréversible jusqu'à votre fin de votre vie, je vous le dis, vous vous trompez. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire c'est ce que tout le monde dit comme ça. Moi, je vous le dis, ce n'est pas vrai. Et vous pouvez changer. Mais il faut le vouloir. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas de raison
vous ne voulez pas, voilà. Donc je referai une vidéo, plein de vidéos avec des titres à chaque fois. Voilà, celui-là, c'était sur les addictions et que voilà, bon, je pense que c'était sur ça quand même cette vidéo-là. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain parce que je vais essayer de faire une vidéo par jour. Voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Salut, salut.